Tu peux leur dire alors à Pierre et Michel, un paquet qui arrivera dimanche dans la journée. Ils le mettent dans un coin et quelqu'un viendra le reprendre le jeudi suivant. Quelqu'un dépose un paquet dimanche et vient le reprendre jeudi. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pèse combien? Ah oui, il pèse combien? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh bah c'est un bébé. Oh la vache, elle a chier. Mais la lâche pas! Bon, mais t'es prends le coton toi-même si tu veux pas que je la lâche. Madame Rapon, de l'agence Seconde Maman. Madame Paron. Madame Rompa. Madame Paron. Rapon. Merde. Rapon, Madame Rapon. Rapon. Oui, c'est ce que je disais. On vient chercher le paquet. Ah oui? Ah bah dites donc. Vous parlez d'un paquet? Mais c'est celui-là le paquet qui venait chercher les mecs, pas le moufler, enfoiré! Vous avez l'intention de rouler avec un coup fin sur votre moto? Une pipe, le nom d'une pipe! Et l'enfant, il est à qui? Merde! Cet après-midi, entre 3 et 5 au parc Monceau, je trouvais le moyen de lâcher le paquet. On est dans une paname noire. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'un des films, voire le film des années 80, celui qui a le plus fonctionné en termes d'entrée, plus de 10 millions de spectateurs, un film qui a battu E.T., qui a battu Le Grand Bleu et j'en passe. Un succès mondial également puisqu'il a parfaitement bien fonctionné à l'étranger, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis où il a connu un remake, 3 hommes et un bébé, qui a connu sa propre suite, bien avant la propre suite de 3 hommes et un couffin qu'on verra chez nous bien plus tard, en 2003, 18 ans après. Oui, mais enfin, c'est toi le père. Comment ça, c'est lui le père? Pour les emmerdements, c'est moi le père, mais pour les anniversaires, c'est vous. Oui. Un film bien moins abouti que son original également, mais on en parlera dans une vidéo dédiée un jour. Bref, on va parler de 3 hommes et un couffin, le film de Colin Serrault. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah tu vois, c'est un couffin avec un bébé dedans. Je pars pour 6 mois aux États-Unis, c'est une fille, elle s'appelle Marie, bon courage Sylvia. T'as son téléphone? Téléphone de qui? Mais de cette Sylvia, là. Pourquoi veux-tu que j'ai son téléphone? J'ai jamais entendu parler de cette nana, moi. Si je devais connaître le téléphone et l'adresse de tous les petits amis de Jacques, je serais secrétaire à plein temps, moi. Je vais le dire d'entrée, mais Colin Serrault, c'est pas une réalisatrice que j'affectionne énormément. Je trouve que du point de vue technique, d'un point de vue mise en scène, je lui trouve pas de talent particulier. Ses réalisations sont assez convenues ou assez quelconques. Elle n'apporte pas forcément des axes de caméra inédits ou une façon innovante de filmer. Par contre, c'est un auteur. Ah bon, il y en a plusieurs des maternités. Vous voulez premier âge ou deuxième âge? Ah bon, il y a 2 âges. L'enfant à quel âge? Bah c'est un bébé. C'est quelqu'un qui écrit ses propres histoires, qui écrit ce qui lui tient à cœur. Ce n'est pas une réalisatrice de commande qui va tourner un film qui ne lui appartient pas. Et ça, je le respecte beaucoup. Et c'est également un chef d'orchestre très impressionnant en termes de direction d'acteur, puisqu'elle est très attachée à la justesse. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Vitrer les vaches ou quoi? À la sincérité de ses personnages et à leur dialogue, avec elle on répète beaucoup, comme au théâtre et durant les prises, pour qu'elle puisse avoir l'intonation qu'elle juge être parfaite. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Ça fait 1 heure que t'es parti. J'en ai plein le dos, elle pleure tout le temps, cette môme, j'ai pas que ça à foutre. T'es vraiment chiant, hein. Par conséquent, je vais vous présenter dans une première partie, comme d'habitude, le projet 3 hommes et un couffin, d'où c'est venu, l'écriture, le tournage, quelques anecdotes. Puis dans une seconde partie, comme à notre habitude, nous parlerons davantage du film, une petite critique personnelle et un retour sur ses meilleurs moments. Si le programme vous convient, n'hésitez pas, encore une fois, si vous voyez que la vidéo vous plaît en cours de route, à mettre un petit like, à mettre un commentaire. Si vous savez pas quoi dire en commentaire, mettez une réplique du film. Si vous n'avez pas de réplique du film, vous avez juste à mettre... Et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a une cagnotte Tipeee, vous pouvez soutenir la chaîne tous les mois, ou faire un don sur le super chat, vous faites comme vous voulez si vous en avez les moyens, et surtout si vous en avez l'envie. On est parti! Et pèse combien? Ah oui, il pèse combien? Vous la pesez, puis suivant son poids, je vous donne du biberon. Ah oui, mais bon. Les tétines normales ou à 3 vitesses? Ah bon, il y a 3 vitesses. Brillant avocat parisien, un homme va un jour se réveiller en se rendant compte qu'il a perdu et sa femme et son boulot. Pendant ce temps, quelque part ailleurs, un homme se réveille et découvre qu'il y a un bébé sur le pas de sa porte et il n'y connaît rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On une pipe? Oh non, je te jure, c'est pas croyable. Tu parles de cochon, ce Jacques. Bon, ben, demande à la pharmacienne. Ça, c'est une bonne idée. Et tu prends la petite en attendant, hein? Comment ça, je prends la petite? J'ai jamais porté le bébé, moi, je vais la faire tomber. Ce sont les 2 points de départ, ce sont les 2 idées que Colin Serrault avait pour son prochain film au début des années 80, et c'est son propre fils de 11 ans à qui elle va demander quelle est l'histoire que tu préfères. Et donc c'est son fils qui va choisir cette image des 3 hommes penchés sur un couffin qui l'amusait beaucoup. Eh, ça va durer longtemps le cœur antique là? Qu'est-ce que c'est que cette bouche?
efficace. Fais gaffe à ton vocabulaire. Il va pas parler voix basse comme tout le monde. Mais il n'y a pas énormément de producteurs, voire quasiment aucun, qui sont prêts à donner de l'argent dans ce projet-là auquel ils ne croyaient pas. C'est le jeune Jean-François Le Petit, donc très jeune producteur à l'époque, et pas forcément avec beaucoup de moyens, qui va allouer 7 millions de francs, c'est pas énorme, pour la réalisation du film. Reste à trouver 3 acteurs qui fassent venir du public. Merde, mon pantalon. Oh la vache, elle a chier. En 1984, Michel Boujna est sur le tournage d'un film qui s'appelle Tranche de vie. Un film à sketch que je n'ai pas vu, mais quand je vois le casting du film, parce que j'ai fait mes petites recherches, je vais sans doute m'y intéresser parce que je le trouve, d'un point de vue du casting, assez impressionnant, même si les films à sketch, parfois, tu fais que de la figuration. Mais au menu de ce film, on avait Michel Boujna, Jean-Pierre Cassel, Christian Clavier, Jean-Pierre Daroussin, Louis Srego, Catherine Alric, Marianne Chazelle, Roland Giraud, tiens, Pierre Mondy, Daniel Prévost, Josiane Balasco, Gérard Jugnot, Michel Galabru, Marianne Chazelle, Anne Emon, Martin Lamotte, Jacques Dinam, Hubert Deschamps, ou encore Pierre Richard. Pouf, oui, c'est beaucoup. Faudra que j'y jette un œil parce que je ne sais absolument pas de quoi le film part. Apparemment, il y a au moins 6 histoires différentes à l'intérieur. D'où le film à sketch. Tiens-la, mais tiens-la, bon sang. Mais t'es marrant, toi, tiens là, elle est hystérique, cette gosse. Mais qu'est-ce que c'est que ces couches pourries que t'as prendre? Elles sont beaucoup trop grandes. Moi, je trouve pas qu'elle soit trop grande, plus ça absorbe, mieux c'est. Et durant le tournage de ce film à sketch, Michel Boujna, durant ses prises, s'emmerde parce qu'il déteste attendre entre les prises, que le son soit prêt, que l'éclairage soit prêt, bref, le cinéma... Comme ça, vous savez, quand les acteurs attendent sur les tournages, on attend que la lumière soit prête et tout ça. Et tout d'un coup, je sais plus qui dit, mais toi qui n'aimes pas le cinéma, qui t'emmerde parce qu'on attend toute la journée, ça, mais avec qui t'aimerais travailler? C'est beaucoup d'attente le temps que tout le monde soit prêt. Et il aime pas ça. Et durant ce tournage, un de ses partenaires lui demande tout simplement, spontanément, avec quel réalisateur tu aimerais bien tourner un de tes prochains films? Et Michel Boujna répond très naturellement, je dis, s'il y a un metteur en scène avec qui j'aimerais travailler, c'est Colin Serrault. C'est alors que dans la même journée, un appel, et apparemment c'est authentique comme histoire, un appel arrive pour Michel Boujna. À ce moment-là, il y a un assistant qui vient me voir et qui me dit, on me demande au téléphone, c'est Colin Serrault. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il n'avait pas entendu la conversation. Donc il ne pouvait pas savoir. Très heureux de l'avoir au téléphone, elle lui propose un rôle pour son prochain film, et elle n'a même pas eu le temps de lui expliquer l'histoire ou le scénario qu'il a dit oui, d'entrée, peu importe son rôle et peu importe le film. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce bazar là? C'est-à-dire qu'ils nous emmerdent toute la journée avec leurs pubs à la télé. Regarde-moi ce travail là, c'est de la merde le matériel. La réalisatrice est en effet très fan des sketchs qu'il faisait en cabaret, d'où sa volonté de la voir, et va donc rejoindre le casting de 3 hommes et un couffin, aux côtés d'autres acteurs prévus, tels que Daniel Auteuil ou Guy Bedos. Ce qui s'est passé, c'est que la distribution au départ devait être, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais devait être Bedos, Auteuil, et le 3e n'était pas choisi. Mais Daniel Auteuil va se voir proposer un autre rôle avec Claude Berry qu'il va accepter, tout comme Guy Bedos qui était engagé pour une tournée à l'époque et qui ne pouvait pas du coup tenir son rôle. Bedos devait jouer le rôle de Roland Giraud, Auteuil devait jouer mon rôle, et Auteuil refuse 3 hommes un couffin, et grand bien lui en a valu puisque c'était pour faire Hugolin. Donc on se retrouve Colin et moi tout seuls. Et il faut trouver 2 autres acteurs pour le film. On va envisager Jacques Villeray, qui va décliner, Gérard Depardieu, qui va dire non, Francis Perrin, qui va dire non aussi. 3 hommes et un couffin, ça ne tentait pas grand monde à l'époque. Je colle, ça pendouille, je décolle, scratch, la couche est foutue. Le canapé, quel chameau cette môme. Elle a attendu qu'on enlève la couche pour pisser. On suggérera à Colin Serrault d'engager Roland Giraud, que Colin Serrault ne connaissait pas du tout personnellement et qu'elle ne voulait pas dans son film et qu'elle prendra absolument par défaut. Et c'est durant le tournage qu'elle va réaliser que c'est un super acteur à la fois comique et aussi dramatique, avec qui ça va parfaitement accrocher alors qu'elle était complètement contre l'idée. C'est de ta faute aussi. Ça va pas du tout ces couches là. T'as été chercher au rayon mémère ou quoi? Bon, je vais en chercher d'autres. Tu peux toujours nettoyer le canapé pendant ce temps. Mais c'était le seul qui voulait bien. Pour le rôle du père de Marie, un rôle important, une pierre angulaire au film, parce que c'est quand même par lui que tout commence, même galère et même série de refus pour Colin Serrault, qui va voir successivement dire non Christophe Lambert, Lambert Wilson, Jean-Pierre Bacry. Ils vont refuser les uns après les autres. Heureusement, le scénario va arriver dans les mains d'André Dussolier, qui de son côté était encore dans un tournage assez dramatique, assez sobre, L'amour à la mort d'Alain Resnais,
Et il avait besoin de changer de registre et de faire une comédie même s'il n'était pas habitué au genre. J'avais jamais joué de comédie. Ça, il n'en est pas question. Hein. J'ai choisi ce boulot pour les voyages, j'arrête pas les voyages. Je sortais de L'amour à mort. C'était un film d'Alain Resnais, très grave, très sérieux. Et c'est lui qui va demander à Colin Serrault de l'engager, bien qu'il n'ait pas lu les 3/4 du scénario selon ses dires. Il voulait en être, trouvant l'écriture et le scénario particulièrement intéressants avec un super point de vue. Et je le trouve vraiment très drôle, très bien écrit, un sujet très original. Et je ne vais pas jusqu'au bout du scénario. Je m'arrête aux 3/4. Avec un nouvel angle sur la société qui est en train de changer dans les années 80. Et les années 80, c'est une décennie propice à pas mal de comédies qui justement racontaient ces changements de mentalité, ces changements de mœurs. On a fait Les Soudoués récemment, un film avec un humour qu'on a vu plutôt bien particulier, des comédies plus amères, plus tristes parfois, plus trash, qui parlent de choses de la vie qui arrivent et qui sont pas forcément très bien mises en scène dans les comédies ou dans les films jusque-là. Les années 80 va avoir cet avantage-là, et on reviendra plus sur la deuxième partie sur les thématiques propres à 3 hommes et un couffin. Je te dis que plus tu la prends dans tes bras, plus tu retardes le moment où elle s'endormira. Bon, écoute, tes conseils, hein. Je sais bien que tu la laisses brailler des heures, mais moi, je peux pas. Voilà. Je ne laisse jamais briller des heures. En tout cas, on a notre casting, les acteurs sont prêts, les décors sont posés, et en parlant de décors, il faut qu'on parle un instant de ce superbe appartement, a priori dans le Marais, même si l'immeuble dans lequel ils tournent quand ils sont en extérieur n'est pas à la même adresse que là où ils tournent en intérieur, la magie du cinéma. Ce qui m'étonne, c'est que le tournage du numéro 2, dont on parlera un jour, ils ont complètement reconstitué l'appartement tel qu'il est dans le 1, dans un studio, mais de A à Z. Cet appartement n'existe pas dans le deuxième film, alors que de ce que j'ai trouvé, et vous me direz si vous le savez en commentaire, c'est un vrai appartement qu'il y a dans le premier, où ils ont vraiment filmé en intérieur, un appartement qui a l'air immense, qui, s'il a existé en l'état, a dû être coupé en plusieurs lots, d'où peut-être l'impossibilité de le retourner dans les années 2000 dans la suite. En tout cas, qu'est-ce que je kiffe cet appartement. Pour ceux qui connaîtraient pas, de quoi parle 3 hommes et un couffin? 3 hommes et un couffin, ça parle de 3 célibataires endurcis qui ont entre 35 et la quarantaine, selon les personnages, Michel Boujna étant le plus jeune, qui partagent un superbe appartement en colocation, chacun ayant sa chambre et ayant beaucoup de place pour vivre leur vie sans se gêner les uns les autres, tout en partageant une très bonne ambiance collégiale parce qu'ils s'entendent très bien. Ils ont des modes de vie très complémentaires, l'un étant steward et pas souvent là, l'autre travaillant à la maison. En tout cas, ils ont des modes de vie ultra compatibles et ils ont une seule règle, les femmes ne doivent pas rester plus d'une nuit chez eux. Ah, vous êtes... Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et dans une soirée, parce qu'ils font souvent des soirées chez eux, un des amis de Jacques lui demande la veille de son départ en Thaïlande si ça le dérangeait pas de se faire livrer un paquet chez eux, que ses 2 colocataires le gardent quelques jours et qu'ils ne le disent à personne. Mais quelle surprise pour Pierre, en allant chercher le petit déjeuner, de découvrir que le paquet, soi-disant, est en fait un nourrisson qui s'appelle Marie et qui serait la fille de Jacques, ce que Jacques ignore complètement a priori. Et nous, on est crevés. Ça fait 3 semaines qu'on dort à peine. Les biberons toutes les 3 heures, plus 2 la nuit. Mais c'est quoi à la fin, ce mouflet? Ce mouflet, elle s'appelle Marie, et à ta place, je lui cracherai pas trop dessus parce que c'est ta fille. Pierre et Michel se retrouvant tout seuls avec un bébé alors qu'ils n'y connaissent rien, leur vie va basculer et va devenir un enfer durant des semaines, ce qui sera prétexte à beaucoup de gags et de situations, souvent comiques et parfois dramatiques. 3 hommes et un couffin, c'est un prétexte à Colin Serrault, afin de présenter 3 hommes, 3 personnages dont la vie a l'air heureuse en apparence mais sans réelle substance, et qui s'éveillent littéralement dont la vie prend un sens au contact de ce bébé. 3 crétins qui auraient une prise de conscience et qui deviendraient intelligents, qui vont devenir durant le film non pas 3 excellents pères, mais des excellentes mères, bien plus convaincantes. C'est difficile du coup de s'y retrouver que sa propre mère qui, à la base, avait quand même abandonné son enfant. On en reparlera encore une fois dans la deuxième partie de l'abandon. Mais arrêtez de vous bagarrer tout le temps. Elle dort, nom de Dieu. Oh, mais toi aussi, Michel, tu me pompes, hein. Ton petit côté papa raisonnable, j'en ai jusque là. Oui, ça c'est vrai, il y en a ras-le-bol. Bon, mais si vous voulez qu'on s'engueule, rendez-vous chez Pierre. Mais le film va lourdement s'attarder sur la part de féminité qu'il y aurait en chaque homme et développer leur instinct maternel plutôt que paternel. C'est quelque chose qui n'existait pas forcément à l'époque. Cette part assumée de féminité dans les hommes et aussi cette inversion qui se fait entre
Jusque-là, les femmes qui devaient élever les enfants et les hommes qui devaient aller travailler. Dans les années 80, on était dans une remise en cause de ce système avec lequel beaucoup de monde avait grandi et était habitué, et Colin Serrault avait à cœur d'inverser également ces tendances-là. Moi, je trouve que les bébés et les tout petits, c'est pas très intéressant. Ah oui, tu trouves? Oui, moi aussi, ça commence seulement à m'intéresser vers 3 ans. Là, on peut leur apprendre des choses, discuter avant. Encore une fois, les années 80 avaient vraiment à cœur, dans leur comédie ou dans leur cinéma, de montrer l'évolution de cette société, voire de renverser certaines valeurs. Bah oui, avant ça dort, ça mange, ça crie. C'est quand même limité comme conversation. Oui, remarque, si avec les bébés qui avaient des conversations limitées, ce serait pas si grave. Encore une fois, des hommes qui sont empêtrés et maladroits avec un bébé, on n'avait pas vu ça. C'était la première fois, pour le grand plaisir des spectatrices qui voyaient leurs hommes bien embêtés avec la réalité du quotidien. Au royaume des cons, les crétins sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Je vous laisse vos conversations impérissables. À noter que Roland Giraud était le seul à avoir réellement un enfant à l'époque et que lui, il savait parfaitement langer un bébé et le changer. Contrairement aux deux autres, surtout Michel Bougelin, qui était réellement en train de patauger, là où Roland Giraud devait faire semblant de ne pas savoir, pour des scènes absolument savoureuses. Non. Le tournage de 3 hommes et un couffin, c'était quelque chose de pas facile du tout, contrairement aux apparences et à ce qui est suggéré quand on les voit, pour deux raisons très simples. La plus simple, qui n'est pas une contrainte, c'est que Colin Serrault, encore une fois, aimait beaucoup répéter comme au théâtre et voulait obtenir le meilleur de ses acteurs, ce qui est normal, mais qui aimait beaucoup répéter les prises, surtout pour Michel Bougelin, qui parfois en a enchaîné 100, pour trouver la phrase juste, parfois sur une seule phrase, on en parlera. Y a quelqu'un? Y a moi! Et Jacques? Il est parti à Nice! Ah bon, le jour même il se rebarre lui, bah il manque pas d'air. Car elle était très à cheval sur la justesse, comme je le suis, et au bout de 160 vidéos maintenant que je fais avec vous, peut-être même un petit peu plus maintenant, vous savez à quel point je suis attaché au principe de la justesse et de la sincérité dans le jeu, et également de la proximité entre tragédie et comédie, parce que la vraie comédie, la pure comédie, part de la tragédie, toujours. On part quand même d'une histoire d'une fille, d'un bébé de moins de 6 mois qui a été abandonné sur le pas de la porte de quelqu'un à qui il aurait pu tout arriver. C'est du drame. Mais l'autre complexité, l'immense complexité qu'on a eue dans le tournage, c'était de tourner avec des bébés, avec des enfants. Il y en avait 4 durant le tournage pour alterner durant les prises. Des bébés qui étaient nerveux, fatigués, plus les acteurs, parce que Colin Serrault leur demandait de jouer avec eux, qui s'entendent vraiment bien, qui s'habituent aux enfants. Contrairement à ce que les gens me disent souvent, vous avez dû rigoler, hein? J'ai dit non, on n'a pas beaucoup rigolé. Il y avait ces enfants qu'on était obligés de supporter, et d'attendre, c'était un peu de jalousie de notre part. Mais un enfant, plus tu vas le chercher sur un tournage avec des projecteurs, des lumières, plus ils sont paniqués, plus ils avaient envie de crier, de pleurer, de faire des crises. Et il n'était pas rare, durant les prises justement, que les enfants pleurent alors qu'ils devaient faire exactement l'inverse, et que les acteurs devaient jouer quand même avec les cris des enfants. Michel Bougelin, combien de fois il tient Marie, dos à la caméra, qui est en train de pleurer dans ses oreilles alors qu'il est censé ne rien entendre. Il y avait une scène, il fallait vraiment qu'elle rie. Et toute l'équipe, je crois qu'il y a une photo de ça d'ailleurs. Toute l'équipe, y compris les machinaux, les électros, tous, on était une 50aine derrière la caméra, devant ce bébé tout seul dans le décor, en train de lui faire « Ouh, c'est fond. » Enfin, ridicule, on était tous ridicules, un paquet comme ça d'adultes. C'était physiquement très éprouvant et énervant. Et il aura fallu couper à la post-production tous les cris de bébé durant des heures et rajouter des voix, parce que ça passait pas au niveau du mixage, qu'ils ont dû retourner juste pour les synchroniser avec ce qu'ils disaient en fait et qu'on n'entendait pas. Donc d'un point de vue technique, c'était galère. Et puis il fallait être dépendant du rythme des enfants, il fallait attendre, quand ils étaient fatigués, il fallait qu'ils dorment, quand il fallait qu'ils fassent pipi, il fallait attendre qu'ils fassent pipi. Une scène qui était écrite comme ça, c'était pas du tout une improvisation. Et il fallait pas que le 4 heures se loupe, à rester des heures à attendre le moment fatidique. Quand on a fini, quand elle a dit couper, elle a dit au cadreur, qui était le chef opérateur en même temps, si jamais tu as raté ça, je te tue. Je t'étrangle, elle a dit. Drôle de boulot d'ailleurs. Une autre scène qui en apparence est tout à fait anodine pour Michel Bougelin, au moment où il a préparé des biberons pour Marie pour que son père puisse l'emmener à Nice voir sa mère en espérant lui fourguer. Il est censé être en train de manger un sandwich et de boire une bière à ce moment-là. Sauf qu'il doit parler tout en mangeant, sans pour autant postillonner ou cracher des morceaux de sandwich. À chaque fois qu'il le faisait ou qu'il bafouillait, Colin Serrault lui disait « Non, c'est pas bon ». Il y a eu un ou deux moments où Colin voulait peut-être m'étrangler.
Si vous voulez, ça donnait à peu près ça. Non, mon cœur. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On va recommencer. Regarde. On le refaisait. Non, mon cœur. Ça, c'est pas bon. Non, elle dit pas comme ça. Elle dit, non, c'est pas bon, ça. Elle le dit gentiment. Mais les metteurs en scène qui disent, non, c'est pas bon. Et je suis sorti de cette journée de tournage. Je suis rentré à la maison, j'ai dit que Dieu me protège, j'espère que c'est bon. Et il l'a fait au moins 100 fois, où il devait à chaque fois manger le sandwich, un nouveau sandwich, parce qu'il était en train de les bouffer réellement, ce qui a priori n'était pas tellement dérangeant de ce point de vue-là. J'ai fait 4... Mais enfin, cet abruti, il aurait quand même pu me dire un mot. Oh, connard. Tape biberon pour le voyage. J'y arriverai, nom de Dieu. Une autre scène qui a été compliquée, mais qui est ô combien mémorable, c'est la scène où il chante en canon au clair de la lune avec 3 voix. Une scène magnifique. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit. Sauf que autant Roland Giraud adore chanter, il a déjà fait des chorales et ça se voit dans le numéro 2. La scène avec la Flavie de Mozart, elle est magnifique. Tu es resté ici, Tout comme cette scène-là d'ailleurs. Par contre, Michel Boujna, lui, c'était pas son truc, la chanson. On joue ensemble. T'aurais pas dû dire musicien, Michel. Oui. C'est là peut-être la seule note divergente qu'on a avec Michel. C'est quand il doit chanter. Si on en fait un troisième, c'est un peu difficile. Il faudra chanter le encore. seul moment douloureux. Écoutez, ça fait 3 ans et demi que je fais du piano, et la dernière phrase de mon professeur de piano, ça a été « Je suis désespéré ». Et c'était pas évident déjà, ne serait-ce que pour un chanteur confirmé, de pouvoir chanter chacun sur son canal bien distinct, sur un ton de voix très particulier. Il n'était pas rare, durant les prises, que Michel Boujna, en fait, déraille, sort de son propre chant et vienne empiéter sur ce que chantait Dussolier. Ce qui fait que quand tu chantes quelque chose d'assez harmonieux, où il y en a un qui chante grave, l'autre qui chante aigu, l'autre qui chante entre les deux, et que d'un seul coup il y en a un qui déraille, c'était hilarant, ils se sont tapés des barres et des barres et des barres de rire. Et comment ne pas revenir sur la scène extraordinaire de l'entretien d'embauche de la nounou, de Dominique Lavanant. Ça doit être la nurse, là, qui l'a trouvé par une agence. La nurse, elle veut la voir. Ah non, merde, non, tu vas pas la réveiller. Après, j'en ai pris une jambe à la rendormir, moi. Laisse-la. T'inquiète pas, je vais lui expliquer moi-même. Mais non, attends, je vais lui parler. Que Roland Giraud, sans le dire, ne voulait pas parce qu'il voulait lui-même s'occuper de la gosse, et où il va ajouter un sacré paquet de mauvaise foi et de mauvaise volonté pour faire dégager cette nana. Tu peux arrêter dans un quart d'heure, elle se barre en claquant la porte. Impeccablement joué par Lavanant, et ben il était tellement à fond dans son rôle, dans la gestuelle, dans la colère. La seule chose qui m'intéresse ici, c'est l'enfant, et je crois comprendre qu'elle a bien besoin qu'on s'occupe d'elle. Ah oui? Et pourquoi? Il n'y a qu'à vous voir et vous entendre pour comprendre ce que je veux dire, monsieur. Que sa réalisatrice derrière la caméra était un peu comme moi. Elle rajoutait, elle sautillait, ça rend fou certains quand je sautille comme ça. Elle était tellement à fond pour qu'il en rajoute, pour qu'il soit en colère, pour qu'il vire cette femme. Madame Paron, Madame Rompa, Madame Paron, Rapon, merde. Rapon, Madame Rapon. Rapon, oui, c'est ce que je disais. Et elle vivait la scène avec moi. En même temps, elle ne pouvait pas s'empêcher de vivre la scène avec moi gestuellement pour me dire comme ça. Et à un moment, ça m'a énervé. Et je suis désolé, je lui ai dit merde. Parce que je suis en plein dans mon truc. Et ça donnait merde. Madame Rompa, Madame Paron, Rapon, merde. Et elle a gardé le truc. Parce que finalement, ils en ont pas besoin. Et c'est ça qui est beau dans le film d'ailleurs. C'est pas machiste de dire ça. Elle était tellement à gesticuler derrière la caméra que ça perturbait Roland Giraud énormément. Et qui à un moment lâche un merde. Et ben ce merde-là, il n'était pas redirigé à Lavanant. Il était redirigé vers sa patronne, sa réalisatrice, qui a gardé la scène, qui a gardé la prise dans le montage final. Et ça rend parfaitement bien parce que ça se voit pas du tout. Moi, je suis pour les médecines douces, Madame Ponra. Rapon, Madame Rapon. Oui. Je vous répète que je ne discuterai pas sur ce terrain avec vous. Je suis diplômée. J'applique les méthodes prônées par les plus grands pédiatres. La médecine est une chose sérieuse. Vous avez jamais entendu la chanson qui dit la médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien? Nous n'écoutons probablement pas les mêmes chanteurs. Personnellement, j'aime beaucoup l'opéra. Et ce qui est intéressant à relever durant ce tournage-là, c'est qu'il y avait une alternance entre les prises où ils étaient 2 ou 3 dirigés tel un chef d'orchestre par Colin Serrault, qui voulait sa réplique juste, qui faisait répéter, qui était un véritable chef d'orchestre, et qui était très exigeante sur le plan du comique, sur le plan du jeu, et les scènes où ils sont
plus en solo, plus intimiste, parce qu'ils ont chacun leur scène en solo, où ils n'avaient pas vocation à être drôles, mais être plus dans la sensiblerie, dans le côté touchant. Du Solier, quand il explique qu'il ne pourra jamais mettre au monde un enfant, c'est pas forcément une scène que j'apprécie d'ailleurs, et globalement j'aime beaucoup moins le dernier tiers du film, mais on en parlera dans la partie critique. Michel Boujna, quand il s'endort, c'est plutôt le bébé qui s'est endormi dans ses bras, et du coup la réalisatrice a improvisé cette scène où Marie dort et où Michel Boujna dort aussi pendant qu'il était en train de l'allaiter avec le biberon. Des plans que j'aime pas spécialement parce que c'est assez contemplatif, ça bouge pas, c'est vraiment une caméra qui est posée et allons-y, filmons le bébé en train de voir ce qu'il fait. J'en parlerai dans la partie critique, mais j'aime pas forcément cette réalisation et ce parti pris. Ou alors la scène, bien plus sympa, bien plus filmée, bien plus rythmée, bien qu'elle soit particulièrement touchante, la scène de Roland Giraud qui découvre l'appartement complètement retourné et qui a la peur de sa vie en imaginant que sa fille, en tout cas que le bébé qu'il a à sa charge, ait été enlevé. Absolument poignant et touchant cette scène-là. Enfin, à noter pour la dernière anecdote de tournage que Michel Boujna, s'il court et marche comme un canard, c'est parce que durant un des tournages précédents, il s'est fait une torsion des... Je ne le dirai pas, je sais même pas si c'est un gros mot, testicule, mais bon, oh, je l'ai dit. Et il portait réellement des couches. D'où une allure particulièrement comique qui lui est restée, qui va parfaitement bien avec son personnage. Et quand il a été guéri durant le tournage, il a dû continuer à marcher comme ça parce qu'il avait commencé et il pouvait pas s'arrêter d'un seul coup. Et ça va parfaitement bien avec le rôle. Madame Napron, si vous restez une minute de plus dans cette maison, je vous casse la gueule. Je suis ici chez moi, barrez-vous. Ah bon. Si le film a été une telle tornade dans les cinémas français, c'est uniquement grâce aux bouche à oreille. Parce que les premières heures sont extrêmement timides, mais beaucoup de monde est revenu revoir le film le jour même ou le lendemain avec ses parents, ou avec ses enfants, ou avec sa femme, ou avec sa petite amie. De 500, c'est devenu 5000, de 5000 à 500 000. Dès qu'ils ont passé les 500 000, ils ont fait une fête parce qu'ils ont compris que ce serait un succès. Le film a fini avec 10,2 millions de spectateurs, battant durant cette décennie tous les Star Wars, tous les Indiana Jones, E.T., les Rocky, les Ripoux, la Zézas, beaucoup de films qu'on a déjà fait ensemble. Le numéro 1 du box-office dans les années 80, c'est bien 3 hommes et un couffin, récompensé par 6 nominations au César, il en gagnera 3, et il a même été nominé aux Oscars, s'il vous plaît. D'où le remake, d'ailleurs, et sa suite. Voyons voir dans la partie critique ce qui a tellement fonctionné, et éventuellement ce qui fonctionne un petit peu moins. On est parti pour la critique. Monsieur, je suis doué d'une patience infinie avec les enfants, mais je ne suis pas qualifié pour soigner les fous. Je vous salue, bien le bonjour chez vous. Évidemment, on doit beaucoup à Colin Serrault, qui a une écriture qu'on pourrait qualifier d'idéologique, qu'on pourrait qualifier d'affective. Si elle écrit un scénario, c'est parce que ça lui tient à cœur. Elle n'écrit pas pour écrire et elle ne filme pas pour filmer. Elle raconte une histoire avec un vrai point de vue, le sien. Donc il y a toujours une part d'authenticité dans ses films. Je les ai pas tous vus, mais je crois que c'est ce qui caractérise le personnage. Encore une fois, c'est pas une réalisatrice de commande qui va tourner un film qu'elle n'a pas préparé. Là, elle avait en tête ce changement de rapport entre les femmes et les hommes. Elle a mis d'écrire des hommes qui sont en plein désarroi et qui cherchent leur nouveau statut, leur nouveau rôle dans la société. Ce que dirait d'ailleurs la suite, 18 ans après, dans une des seules bonnes répliques, même si le film n'est pas si mal. Les mecs, ils sont tous tellement nuls de nos jours. Ils sont pas tous nuls quand même. Mais si, toutes mes copines, elles ont le même problème. Avant, ils étaient machos, mais maintenant, ils sont paumés. Je sais pas ce qu'est le pire. C'était déjà plus ou moins ce qu'elle voulait montrer dans les années 80, 18 ans avant. Elle aime montrer ce conflit. C'était fait par une femme qui pouvait enfin montrer les hommes tels qu'ils étaient face aux enfants et en particulier aux bébés. C'est vrai qu'on laisse cette tâche-là aux femmes, aux mères. Et c'était convenu comme ça dans les mœurs. Personne ne le remettait en question. Entre l'image de ce qu'un homme est censé montrer, donner, et les sentiments qu'il peut éprouver réellement. Et puis cette société qui commençait à changer, où les femmes n'étaient plus forcément là pour élever les enfants à la maison et ne pas travailler et laisser les hommes faire cette partie-là, c'était en train de s'inverser, donc c'est un véritable film de société qui là-dessus n'a pas vieilli. Ce film-là débusquait un peu où faisait remonter à la surface des réactions, des émotions chez le public, ou chez les femmes en particulier qui pouvaient s'en amuser le plus. Moi je me souviens des premières projections, les rires des femmes étaient vraiment éloquents et forts. Je trouve, du point de vue des thèmes abordés, précurseur à l'époque, mais toujours d'actualité, un film qui parle à tout le monde, car tout le monde était vraiment amusé de voir ces hommes très maladroits avec des bébés, ce qui était logique, ils avaient moins l'habitude, c'était pas forcément leur rôle, leur tâche à ce moment-là, et les voir s'attendrir progressivement au contact de ce bébé et les voir devenir bons, attentifs et méticuleux dans ce qu'ils font, et qui deviennent chacun d'entre eux des mères potentielles bien plus appliquées, avec plus de réussite, que leur mère qui soit n'est pas là, soit est tellement stressée et seule
pour assumer qu'elle n'y arrive pas. Si elle a le cul rouge, qu'elle écoute pas les pédiatres, ils disent que des conneries. Ah oui? Si elle a le cul rouge, il faut qu'elle lui donne un biberon d'eau à la place du biberon normal. Tu verras, en 3 heures, c'est réparé un vrai miracle, un cul de marbre. Ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai essayé de montrer le film à ma copine qui a pas tenu longtemps, parce qu'il y a des choses qui sont dans ce film-là, parce qu'elle a pas supporté l'idée, par exemple, que le duo s'absente à un moment de l'appartement pour aller bosser 2 heures et de laisser Marie derrière eux dans l'appartement toute seule. Écoute, elle vient de prendre son biberon, elle va s'endormir. On n'a qu'à la laisser là-haut. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Elle est réglée comme une pendule. Elle bronchera pas jusqu'à au moins 8h15. Ouais, t'as raison, de toute façon, on revient tout de suite. D'ailleurs, ils sont punis de ça, parce qu'ils se font cambrioler et ils ont eu leur peur de leur vie. Mais entre ça, la mère qui abandonne sa fille au début du film, qu'on ne voit pas depuis combien de temps elle était là, Marie, devant le palier de la porte, seule, ou n'importe qui aurait pu passer par là. Ou pire, la pire scène, c'est quand la mère la récupère plus tard, et qu'elle va travailler à l'étage d'un immeuble en laissant sa fille en bas, dans le hall d'entrée, près de l'escalier, près de l'ascenseur, où n'importe qui aurait pu enlever ce bébé. C'est limite de la maltraitance par moment, en tout cas de la part de la mère. Les 3 pères apprennent, il y a un côté apprentissage qui font qu'ils ne feront plus jamais une seule erreur à un moment donné. Mais rien que la scène, encore une fois, où ils chargent la petite Marie dans la voiture, dans une poussette qui est debout sur les sièges arrière de la voiture, juste attachée avec une petite ceinture de sécurité comme ça. Niveau sécurité aujourd'hui, moi je vois ça, on va encore me dire « Ah mais t'es choqué, mais à l'époque on s'en foutait de tout ça, c'est aujourd'hui qu'il y a un problème. » Il faut nuancer tout ça. Il y a des choses, je sais pas si on les ferait ou si on les montrerait plus de la même manière aujourd'hui, mais ce bébé a connu des choses, et ça fait partie du côté dramatique de ce film-là, qui sont plus que limites. Aujourd'hui, avec la sécurité automobile, tout ce qui est ceinture de sécurité, avec tout ce qui est sécurité avec les enfants, c'était peut-être pas le cas à l'époque. Je pense que si on a bien une belle avancée aujourd'hui, c'est peut-être le fait qu'on puisse pas charger un enfant comme ça n'importe comment dans une voiture sans être verbalisé. Bon. À l'époque, ça passait, et quand tu regardes aujourd'hui avec un regard de 2023, tu te rends compte que sur certaines choses, il y a eu des prises de conscience. Et oui, c'était mieux avant, mais tout n'était pas mieux avant. Faut juste nuancer, les amis. Qu'est-ce que je t'avais dit? 1 quart d'heure, montre en main. Pour en revenir à mon avis sur le film, je l'adore complètement durant 1 heure. J'aime beaucoup moins le film une fois que la mère revient chercher la petite et qu'on les voit en mode dépression, où ils s'interrogent vraiment, où ils sont déprimés, où ils rejettent chacun leur nana, où en fait ils se rendent compte qu'il y avait que la vie avec le bébé qui les intéressait. C'est pas que le thème ne m'intéresse pas, c'est que c'est plus expédié, c'est plus haché, c'est beaucoup moins abouti. On a vraiment l'impression que c'est un film collé au reste du film, qui soit mérité un meilleur traitement, mais le film était déjà assez long, donc je pense qu'on n'aurait pas pu, ou qui aurait mérité une suite. Mais plus le film avance, plus ils deviennent de bonnes mères, moins le film devient drôle, et moins le rythme est bon. C'est un petit souci quand même. Mais je trouve que ce qui fait tourner le film, ce sont complètement les dialogues génialissimes qu'il y a dans le film. J'ai un livre qui recense les meilleurs dialogues du cinéma français, et 3 hommes et un couffin revient très souvent dedans, avec la scène de la pharmacie, par exemple, la tétine à 3 vitesses, quand la pharmacienne lui apprend comment gérer un bébé en fait en une session, dans une scène qui est absolument géniale bien sûr, mais les dialogues c'est rien tant que tu les as pas joués. C'est les acteurs qui les font vivre, et la réalisatrice qui était là pour vérifier que chaque virgule, que chaque accent était bien prononcé par ses comédiens. Mais les dialogues de ce film, ils sont fabuleux, ils sont restés, ils sont d'un tel naturel. C'est juste tout simplement bien joué, et Roland Giraud le savait lui-même pendant le tournage, que ce serait un succès, parce qu'il s'est rendu compte que la façon dont ils avaient de tourner ces scènes-là, et le fait que les acteurs s'écoutaient beaucoup plutôt que jouer chacun sa partition, bref, un boulot qui fonctionne très bien, malgré le fait, encore une fois, que les acteurs auront confessé qu'elle était tellement précise dans ses directions d'acteurs, que n'importe quel acteur qui aurait écouté les consignes de sa réalisatrice aurait obtenu le même résultat. On n'y est pour rien dans 3 hommes et un couffin. C'est ce que je me suis évertué à répéter tout le temps. Mais non, ne souriez pas comme ça, c'est une erreur. N'importe quel acteur qui aurait bien fait son travail et qui aurait écouté Colline, qui aurait fait ce que Colline demandait, à partir du moment où il avait envie de le faire, aurait obtenu le même résultat. Mais les voir laver leur enfant, lui donner à manger, etc., sur des plans qui durent parfois 20 à 30 secondes, c'est quelque chose qui aujourd'hui passe moins, puisqu'on a été habitué à un rythme différent. Et moi, j'ai pas peur de la lenteur dans la réalisation, c'est quelque chose qui ne me repousse pas du tout. Par contre, j'aime bien l'inventivité permanente. Et le film n'est pas toujours très inventif dans la façon de raconter l'histoire. On filme souvent le bébé comme un tableau, ou ceux qui s'en occupent comme un tableau. Un tableau qui bouge pas, un tableau qui est fixe, une nature morte quasiment. C'est un parti pris, mais ça rend la mise en scène assez paresseuse, je trouve. Pas très créative, mais au niveau de la direction d'acteur, par contre, c'est magnifique. Si ce film fait partie de mes comédies françaises préférées, c'est grâce à ce trio d'acteurs, à leur jeu, à leur dialogue, et à l'émulsion. Il se passe quelque chose quand ils sont tous les 3 ensemble à l'écran. Et même quand il n'y en a que 2 d'ailleurs.
quand ils sont que deux durant la première partie du film, le duo Boujna-Roland Giraud fonctionne parfaitement. Il y a le naïf un peu benet, parfaitement joué par Michel Boujna qui n'a pas volé son César, face à Roland Giraud qui est un peu plus meneur et brailleur, et les voir ensemble, c'est le ciment du film. Pour moi, André Dussolier, c'est le troisième larron, mais le film tient largement avec le duo. Je peux citer des dizaines de dialogues dans ce film qui sont restés, tant ils sont justes, et quand on est juste, on est éternel. Et 3 hommes et un couffin, c'est éternel. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur le film. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Un film qui, je trouve, est peut-être devenu moins populaire avec le temps que certains films que je peux faire, tels que Corned Beef, tels que Les Anges Gardiens, tels que Les Soudoués, qui sont des comédies plus populaires, plus explosives, plus bourrins, un peu moins niaises et naïves que l'univers de Colin Serrault, faut reconnaître. Mais en termes d'efficacité de dialogue, de phrases cultes, 3 hommes et un couffin, c'est chargé de répliques. Je vous ai montré certaines, il y en a d'autres. Qu'est-ce que ce film représente pour vous? Est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Est-ce que vous avez envie de le revoir après cette vidéo? En tout cas, n'hésitez pas à échanger en commentaire de cette vidéo ou sur le Discord si vous voulez rejoindre le Discord de la chaîne. On se retrouve dans quelques jours. Un jour, on parlera de sa suite, 18 ans après, qui, bien qu'elle soit hideuse d'un point de vue visuel, est beaucoup bien moins inspirée au niveau du jeu, des dialogues et de l'histoire. Ça reste un film qui est très agréable à regarder, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. D'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Coucou, c'est moi. Oh merde.